Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec les 14 naufragés rescapés au large des côtes mauritaniennes reçus à Saint-Louis par le directeur des Sénégalais de l'extérieur. À Kaolack, les familles endeuillées prient pour leur mort. Reportage à suivre dans cette édition avec notre correspondant sur place. La tension monte dans le secteur du transport. Les chauffeurs et transporteurs de la région de Saint-Louis s'opposent aux 30 bus déployés pour assurer la liaison Podor-Richard Toll. À Ziguinchor, les acteurs du secteur s'impatientent. Ils ont attendu 11 mois pour recevoir les clés des bus de transport interurbain. Et puis en sport, des anciens athlètes des Saltigués de Rufisque s'indignent de la régression de l'athlétisme au Sénégal. Ils regrettent le manque d'infrastructures qui inhibe l'éclosion de nouveaux champions. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Direction Saint-Louis pour y retrouver Ousseynou Diop, notre correspondant sur place. Ousseynou, bonsoir. Bonsoir, Tigane. Alors Ousseynou, les 14 rescapés ont été reçus par le directeur des Sénégalais de l'extérieur. Que peut-on retenir de cette rencontre ? Cher Tigane, vous avez parfaitement raison. Les 14 rescapés sénégalais du dernier naufrage survenu il y a 3 jours au large des côtes mauritaniennes sont arrivés à Saint-Louis dans la nuit du samedi au dimanche 8 décembre 2019. Ils ont été accueillis par les autorités administratives et locales au centre de santé du village de Ngalel, situé à quelques kilomètres du centre-ville. Rappelons juste que les 14 rescapés du naufrage de Nouadhibou ont été auditionnés par la police des frontières de Rosso Sénégal. À Saint-Louis, c'est le directeur des Sénégalais de l'extérieur, nommé il y a quelques jours, François Gaye, qui les a reçus et accompagnés à la gare routière de Saint-Louis pour leur retour dans leurs différentes localités. C'était aux environs de 18 heures. Rappelons que 103 personnes ont péri dans ce drame, parmi lesquelles 13 Sénégalais. Il faut juste signaler, Chatigan, que les rescapés sénégalais sont originaires de Mbour, Kaolack, Sédhiou et Tambacounda. Voilà, merci à vous, Ousseynou Diop. Kaolack endeuillé, 6 personnes ont péri dans ce naufrage. Reportage ce matin chez les familles endeuillées sur place. Des prières, des récitals de Coran pour le repos des âmes des disparus. Le quartier Bétoir, c'est le quartier le plus touché avec 5 morts, dont 2 de même père et mère. Reportage signé Ibrahim Diamé, Faligaya. Endeuillés pleurent ses fils. Au moins 5 garçons qui avaient quitté ce milieu populaire ont péri dans cette catastrophe maritime au large de la Mauritanie. Mais mon frère, il fait pas des portes disparues. Parce qu'on ne l'a pas vu parmi les corps retrouvés. On ne l'a pas vu aussi pour les rescapés. Mais après, on a demandé parmi les rescapés, on les a demandé est-ce que vous avez vu on les a montré la photo, quoi. La photo, ils ont bien dit qu'ils étaient là dans le pirogue. Ils disaient même que c'est lui l'ambianceur. Donc ils l'ont bien reconnu. Ils ont dit que bon, il est mort, il est resté dans l'eau. Donc effectivement, il est mort. C'est comme ça on l'a su. Mais la confirmation, on l'a eue hier à 17h. Parmi les morts, il y a 2 de la famille Mbayenne. L'un, c'est Sissedia, on l'appelle Sissedia, mais il a du nord de Mbaye. Son frère, c'est pas mort Mbaye. Bon, il y a un Pamian, lui, presque, on est du même père, Pamian. Il y a aussi Youssou Sakho, lui il est de Dara. Les 5 sont du même quartier. Les familles, le voisinage, tous les cœurs meurtris mais qui ont accepté quand bien même la volonté divine procède en ce moment à des prières à l'endroit des victimes. On a appris le Coran, on a fait des récitations de Coran le matin. Actuellement on est en train de faire le déjeuner. Le départ de ces garçons s'explique naturellement par le chômage qui les frappe, mais il a été précipité par l'influence de leurs camarades partis récemment avec succès. Pour moi, c'est l'influence, parce qu'il y avait des camarades qui ont réussi à entrer. C'était il y a presque 2 semaines ou 3 semaines. Ils ont appelé, ils ont fait à la Croix-Rouge espagnole, ils ont fait là-bas 3 jours. Après, ils ont rentré facilement. Pour moi, c'est cette facilité qui les a poussés à marquer, quoi. Ainsi donc, la ville de Kaolack a particulièrement été touchée par cette catastrophe. 5 garçons à la fleur de l'âge au quartier des abattoirs et le 6e, âgé seulement de 22 ans, du nom de Badagay, est originaire du quartier Tabongoy.
Nous parlons transport à présent. 30 bus sont déployés à Podor pour assurer la liaison Podor-Richard-Toll par le directeur des transports. Les chauffeurs et transporteurs de la région de Saint-Louis-Disniette et menacent de paralyser le secteur dans tout le pays. Ils ont tenu un rassemblement à Richard-Toll pour mettre en garde les autorités et promettent de barrer la route aux bus envoyés dans le nord du pays. On écoute ici la réaction de ces chauffeurs interrogés par Ousseynou Diop et Habib Seck. yi ñu indi fii si département de Podor ñu bëgg nangu suñu transport yi moom lañu dul nangu tey duñu ko nangu ëllëg ñu gis nag fulla moo koy fay ak fayda chauffeur yi gaare leen oto yi si région bi ñu taxaw bii woo nañu région de Sénégal yëpp 14 régions yëpp woo nañu leen lii directeur transport bëgg def fii si région de Falaw nu génn gaaru ceer yi jox ko la bëgg gaaru ceer yi si la ñuy dundal suñu njaboot moom la ñu am. Excuse, ce n'est pas la bonne version. La colère des acteurs du transport de proximité. Ils dénoncent le fait que plus de 400 bus de transport interurbain dont les clés ont été officiellement remises aux transporteurs à Diamniadio n'aient été reçus par ces derniers depuis 11 mois. Ils interpellent le ministre des Transports à ce sujet. Leur porte-parole interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Le 27 janvier 2019, le président de la République, le président Macky Sall, a réceptionné les 400 bus interurbains du Sénégal, destinés aux acteurs du transport interurbain. Et il a demandé à l'ensemble des acteurs du Sénégal d'être présents sur les lieux à Diamniadio, au pôle urbain de Diamniadio. Et devant nous, le président de la République a procédé à la remise des clés de ces véhicules, curieusement. 11 mois après, personne ne peut vous dire au Sénégal où sont passés ces véhicules. On a interpellé le ministre tutelle il y a de cela un peu moins de mois, qui nous a dit en des termes très clairs que je viens d'arriver au ministère, je n'ai même pas fait encore 6 mois. Chose que nous considérons qui est une erreur, qui est une faute grave. L'État est une continuité. Et malencontreusement, quand nous sortons de Dakar, on rencontre ces véhicules qui sont en train de faire le transport interurbain. Mais après ça, comme vous le voulez, est-ce que vous avez remarqué que ces véhicules n'ont même pas de plaque d'immatriculation? Un véhicule que l'État du Sénégal amène pour le renouvellement du parc automobile, destiné aux acteurs du transport interurbain. Aucun membre de ce secteur n'a bénéficié d'un seul véhicule. Mais il y a problème. Retournons à Saint-Louis où le torchon brûle au marché d'Artout entre les commerçants divisés en deux camps suite aux élections tenues dernièrement et remportées par le camp de Eladi Sen. Mais depuis lors, l'autre camp refuse de passer le témoin, ce qui plonge le marché dans une situation catastrophique. Les explications de nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Seck. Les commerçants du marché d'Artout de Saint-Louis sont à couteau tiré depuis quelque temps. En conférence de presse, la partie favorable au nouveau président élu décrit le favoritisme du maire de Saint-Louis et promet de tout faire pour que cette décision ne passera pas. Très déterminés, ces commerçants promettent de passer à la vitesse supérieure. À notre grande surprise, les autorités de la ville de Saint-Louis, en l'occurrence le maire, M. Mansour Faye, ne veut pas des gens qui respectent le droit. Il veut le désordre. C'est pour cela qu'il a instauré 2 groupes dans le marché. Nous tenons à lui faire savoir que les biens du marché appartiennent au marché et non à une tierce personne. Lors de cette rencontre, ils ont listé les maux qui gangrènent le marché. Les vendeurs de poissons vivent en danger permanent avec des murs et un toit presque à terre. Au marché viande également, la situation est catastrophique. Le marché du poisson, le marché de la viande et l'autre marché qu'on appelait au temps glaciaire. Ces marchés-là, ce sont des marchés qui sont en état d'alarmement très avancé. Depuis lors, on est en train de l'interpeller sur cette situation. De ce fait, ce qui est important, c'est ces projets-là. Si toutefois que ces projets sont réalisés, vraiment nous aurons un marché qui va être parmi les marchés les plus modernes du Sénégal. Les commerçants du marché d'Artout ne parlent plus le même langage. Le camp favorable au président élu, Chersen, accuse les autorités locales d'être derrière la partie perdante qui continue toujours de diriger. Dans la région de Kaolack, des populations de la commune de Dia s'opposent farouchement
aux tentatives de la mairie d'octroyer une superficie de 845 hectares à la société Les Salins du Sine Saloum. Selon les protestataires, ce conflit qui date de près de 2 ans et qui avait plutôt fini en justice a été déjà tranché par la Cour suprême en leur faveur. Les explications de Ousseynou Bayane, leur porte-parole, interrogé par Ibrahima Diamé et Fally Gaye. Nous disons non, ne touchez pas à nos terres. C'est ça la vraie réalité. Et nous sommes prêts à tout. Jusqu'à la dernière souffle, nous sommes prêts à tout. La justice a tranché. Il nous a donné un verdict. Ils n'ont qu'à chercher autre chose. Au lieu de rester là à parler et de marcher dans de pleine, n'est-ce pas, en pleine nuit, il faut travailler. J'avertis aussi l'opinion publique et administrative. Nous étions ici il y a 2 ans de cela. Alors maintenant, je suis très clair. Il faut éviter les histoires qui se sont passées, qui se sont réalisées en bande. Nous ne voulons pas l'injustice. Et ça, c'est de l'injustice. Les Salins, ils ont fait combien d'années? 106 ans à Kaolack. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les 14 communes de la région, département? Alors, s'ils viennent nous dire que voilà, je vais vous amener des emplois, je vais faire des cases de santé, qu'est-ce qu'il a foutu à Kaolack? C'est toutefois qu'il remet ici les pieds. Nous tous, nous allons voir. Les salaires et les autorités qui sont accompagnés de lui. Ce n'est pas 33 millions qui nous intéressent. C'est la jeunesse qui nous intéresse. C'est nos enfants qui nous intéressent. Nous n'allons pas vendre notre terre. Qu'est-ce que les enfants vont nous dire? Ce sont nos ancêtres qui ont vendu les terres. S'il veut du sel, il n'a qu'à acheter le sel qui se trouve sur, n'est-ce pas, les producteurs et aller le, n'est-ce pas, ils ne veulent pas du sel. Combien d'hectares il occupe en Diapat, à Kermouké? Une tentative d'entrer en contact avec le directeur de la société Les Salins sont restées vaines. Le mouvement Jolof En Marche demande l'érection du département de Linguère en région et la commune de Dara en département. Ce souhait a été exprimé par le président de cette association qui regroupe des fils du Jolof, Idriss Assemble, le président du mouvement, que je propose d'écouter des propos recueillis par Tierno-Fall. Vous n'êtes pas sans savoir que Dara fait plus de 40 000 âmes. La commune de Linguère et celle de Kébémer, leur population réunie, celle de Dara presque fait plus. Donc Dara regorge des potentialités sur le plan démographique, sur le plan économique. Dara a le plus grand loom même du Sénégal après Diaoubé, qui fait appel à tous les commerçants de la sous-région. Dara a 4 CM, 3 lycées, 16 écoles primaires. Dara a d'énormes potentialités. Historiquement, vous savez que le royaume de Jolof en 1459 était le plus grand royaume du Sénégal, a presque couvert tous les autres royaumes. Mais si vous savez, la région de Thiès, c'est l'ancien Kayor, Sine, Fatick, Saloum, Kaolack, Ferlo. Vous savez que Matam, par exemple, le Ndjamour, Louga, la Basse-Casamance avec Ziguinchor et Kolda. Pourquoi pas le Grand Jolof, la région du Jolof? Nous faisons appel aux autorités étatiques quand même de revoir la carte administrative du Sénégal afin d'ériger le département de Linguère en région et Dara en département. Kaffrine, pour parler de paludisme, sur 8730 cas recensés en 2018, 27 cas de décès ont été enregistrés, soit en taux de 3,4%. Et pour inverser la tendance, les autorités médicales, en collaboration avec le programme de lutte contre le palu, ont initié une formation pour le renforcement de capacité des infirmiers en chef de poste à Kaffrine. Reportage signé Omar Ndiaye. Les chiffres du paludisme dans la région de Kaffrine sont inquiétants. Plus de 8000 cas ont été recensés en 2018. On en était à 8730 cas, ce qui nous a donné un taux d'incidence de 6 pour 1000 pour l'ensemble de la région. Sur les 8000 cas recensés, 27 décès ont été enregistrés. On a enregistré durant l'année 2018 pour l'ensemble de la région 27 décès. Donc, qui sont liés au palu. Si on le rapporte à la population, ça nous donne un taux de décès de 3,4%. La zone la plus touchée, c'est vraiment la zone de Koungheul, c'est le district de Koungheul, qui représente presque la moitié des cas pour la région. Donc, c'est vraiment le district de Koungheul. Bon, Koungheul aussi, bon,
comme on le dit, c'est une zone vraiment vaste, une zone de transhumance qui a des frontières. Pour inverser la tendance, le programme national de lutte contre le palud a initié une session de formation pour le renforcement des capacités des infirmiers chefs de poste de Kaffrine. Vu le contexte de Kaffrine, donc nous avons jugé nécessaire et c'était inscrit dans le plan stratégique national du programme palud. Le renforcement de capacité des agents, surtout le niveau opérationnel. Donc, vu le contexte de Kaffrine par rapport au palud, donc nous avons jugé nécessaire de renforcer, c'est-à-dire de former surtout les infirmiers chefs de poste. C'est de vraiment faire ces ICP de véritables managers par rapport au palud dans leur zone de responsabilité. Rappelons que dans le cadre de la lutte contre le palud, beaucoup de moustiquaires imprégnés ont été distribués à la population. Toutefois, leur utilisation à bon escient laisse à désirer. Nous restons à Kaffrine avec les autorités qui ont lancé une vaste campagne pour collecter près de 70 poches de sang par mois. L'objectif est de faire face à la récurrence de pénurie de sang dans cette zone réputée accidentogène. Les explications du médecin-chef de la région, il s'appelle Moustapha Diop, interrogé par Oumar Ndiaye. Parce que nous sommes dans une région traversée par le corridor, avec la survenue d'un nombre préoccupant d'accidents de la voie publique, mais également nous sommes concernés par les décès maternels. La région médicale a l'ambition de réduire, en tout cas, de façon considérable ces décès maternels qui pour la plupart sont évitables. Et aujourd'hui, si nous voulons atteindre cet objectif, cela doit passer entre autres par la disponibilité du sang. Et la moyenne, en tout cas pour le département de Kaffrine, c'est de 71 poches par mois. Parce que les statistiques des 3 dernières années montrent que nous sommes passés de 52 décès en 2016, 43 en 2017 et 32 en 2018. Alors nous sommes en 2019. Le rapport à mi-parcours a déjà montré qu'il y a une réduction, en tout cas par rapport aux années précédentes. Les rapports des audits ont montré qu'essentiellement, dans 80% des cas, il s'agissait d'hémorragie, vraiment que les femmes présentent malheureusement pendant l'accouchement ou bien dans la suite immédiate de l'accouchement. Et puis face au ravage du cancer du col de l'utérus, le mouvement Sénégal Nouvelle Vision s'engage et il a organisé une journée de dépistage et de consultation gratuite. Les explications de l'initiateur Ahmed Youssouf Benjeloun que je vous propose d'écouter. Aujourd'hui, on a décidé d'organiser cette consultation gratuite entièrement dédiée aux femmes pour soutenir les autorités sanitaires du Sénégal, mais également pour aider les femmes du Sénégal, de Grand Yoff, nos sœurs, nos femmes, nos mères, parce qu'on a constaté que le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein constituent des fléaux qu'il faut combattre. Vous n'êtes pas sans savoir que le cancer du col de l'utérus tue au minimum 1200 femmes par an, au minimum 4 femmes par jour, ce qui est une chose grave. C'est pour ces raisons qu'on a décidé de lutter contre ce fléau. Et c'est pour ces raisons qu'on a organisé cette journée de consultation médicale gratuite au profit des femmes de Grand Yoff. On va atteindre pour cette première édition à Dakar au minimum 500 femmes. Puis l'excision demeure toujours d'actualité à Kolda, où des communautés continuent cette pratique. C'est pour cette raison que les réseaux sociaux ont été mis à contribution pour lutter contre ce phénomène des jeunes formés. En ce sens, pour une meilleure sensibilisation. Abdoulaye Diallo. Pour mettre à contribution les réseaux sociaux dans la lutte contre les mutilations génitales féminines au Fouladou, des jeunes de Kolda ont bénéficié d'un renforcement de capacité dans la formulation des messages, l'envoi de plaidoyers en ligne et la production d'articles et des photos pour sensibiliser et aider les communautés à comprendre la problématique des MGF. On est dans un monde où aujourd'hui, les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Les jeunes ont un nouveau monde, c'est un monde virtuel où ils échangent, ils partagent, ils reçoivent des informations. Il est important que ces jeunes-là soient formés pour qu'ils puissent véhiculer la bonne information. C'est pourquoi, avec l'appui de l'UNICEF, on a dit qu'il faudrait former ces jeunes-là à véhiculer la bonne information sur les questions liées aux mutilations génitales féminines. Et que ces jeunes-là puissent utiliser les bons messages,
puisse influencer d'autres personnes, puisse donner les bonnes informations, tout en ne nuisant pas aux communautés, tout en ne nuisant pas aux valeurs culturelles de notre société. Et Kolda est une région où il y a le taux de mutilation génitale féminine est assez grand. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que jeunes, ils peuvent utiliser ces réseaux sociaux pour partager la problématique, les conséquences autour de l'excision, mais également parler de la loi 9905 pour que les gens ou les communautés qui sont en train de continuer à pratiquer qu'ils puissent arrêter. On les a formés sur la formulation des messages pour faire un plaidoyer en ligne et également comment toucher les personnes à travers des articles, des photos, des vidéos sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Les membres des clubs de jeunes filles de Kolda et des pères éducateurs qui ont bénéficié de ce renforcement de capacité se réjouissent d'être formés à utiliser l'Internet à bon escient. Parce que ça nous permet de vulgariser les méfaits des mutilations génitales féminines. En même temps, on saura l'utilité des réseaux sociaux parce que le constat en est que nous jeunes, on l'utilise autrement. Même si des résultats sont enregistrés dans la lutte contre les violences faites aux filles, mais l'excision est toujours d'actualité dans certaines contrées de la région de Kolda. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation face aux députés pour le vote de son budget, un budget évalué à près de 203 milliards de francs CFA. Sa gestion au coude a été évoquée par des parlementaires de l'opposition. Pafarani. Toutes les questions brûlantes de l'heure concernant l'enseignement supérieur ont été soulevées par les députés de l'opposition, surtout l'arrestation d'un professeur de l'université, Babacar Diop. Le frère Babacar Diop puisse être embastillé et que ses étudiants puissent rester sans enseignants. Vous deviez porter le dossier de Babacar Diop pour qu'il puisse regagner les amphis. Et la plus grande entorse à cette bonne qualité d'avenir, c'est d'avoir nommé à la tête de ce ministère un homme épinglé par tous les corps de contrôle de l'État dans sa gestion d'une partie de ce secteur. Certains qui vous ont critiqué par rapport à ce lot d'étudiants non encore orientés devraient même se poser la question sur la nécessité de la planification dans la gestion d'un État. Très serein, malgré ces attaques, Cheikh Oumar Anne a décliné devant le Parlement les grandes orientations de son ministère pour 2020. Nous avons orienté à ce jour de façon définitive 49 000 étudiants. Par rapport à l'année dernière, c'est 15 000 étudiants de plus que nous avons orientés définitivement. Les difficultés constatées dans les nouvelles universités ont été aussi soulevées lors de la plénière. Nos universités souffrent de capacité d'accueil. L'université de Bambey était prévue pour 1290 étudiants, aujourd'hui on en est à 4900. L'université de Thiès pour 5000, aujourd'hui on en est à pratiquement 10 000. Cette même situation se pose au niveau de Saint-Louis, au niveau de Ziguinchor, au niveau de Dakar, qui connaissent ces situations depuis longtemps. On a le problème avec les universités Amadou Makhtar Mbow et les universités El Hadji Ibrahima Niass. Et j'ai dit que le gouvernement a pris acte des retards constatés, a décidé de se mettre à la même vitesse que le président de la République. Le ministre de l'Enseignement supérieur a aussi décliné le programme concernant l'innovation et la recherche. Son budget fixé à plus de 203 milliards a été adopté par les députés. Les anciens athlètes des Saltigués de Rufisque manifestent leur indignation face à la régression notée de leur discipline. Ils déplorent le manque de pistes et autres tartans pour permettre aux jeunes générations d'athlètes de s'entraîner dans de meilleures conditions. Ils ont organisé une journée de cross pour sensibiliser sur les difficultés que traverse l'athlétisme à Rufisque. Là-dessus, je propose d'écouter Marem Diouf, membre de l'association interrogée par Ousseynou Thiam. Moi, je crois que la femme et l'athlétisme, il n'y a pas de problème, d'autant plus que c'est le sport, donc, et c'est recommandé.
c'est bon pour la santé. Moi, je crois que même jusqu'à présent, il y a des femmes qui pratiquent et ils ont leurs maris, leurs enfants, mais vraiment, ils pratiquent le sport. On n'a pas assez d'infrastructures pour pratiquer ce sport. C'est la raison pour laquelle même certains athlètes quittent Rufisque pour aller à Dakar. Parce qu'ici à Rufisque, on n'a pas de tartan. On a la piste, mais on n'a pas de tartan pour pratiquer véritablement ce sport. Non, certes, il y a des athlètes performants, mais s'il n'y a pas les infrastructures modernes qui permettent l'athlète de compétir, ça peut poser problème. Ça peut vraiment poser problème. Mais il y a des athlètes performants. Mais peut-être c'est l'équipement qui manque. Retenez que les 10 km de Rufisque ont été remportés par le pensionnaire de l'ASFA, Christian Diatta. Le maire de Joal décrit l'état du stade de la localité. Il demande l'appui des autorités et des partenaires pour réfectionner cette infrastructure. Bokar Diouf, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Abdourahmane Diallo. J'ai le Casa dans le cœur, j'ai le Casa dans l'esprit. J'ai bâti le Casa et c'est en bâtissant le Casa que je suis devenu un homme. Ils sont très nombreux. On parle de Bokandé, mais il y a Mamadou Tew, il y a Modiba, il y a Maurice Bougazeli, il y a Tidjane Djemé, il y a Abdoulaye Bayo, il y a Bassirou Ndiaye le buteur, Ousmane Ndiaye compliqué, Ibrahima Solo Gassama. Ils sont tellement nombreux. Naturellement, Mamadou Tew, Tony Colli qui étaient des génies. J'ai mal d'avoir un stade comme ça. Mon rêve a été d'avoir un stade qui présente. Un stade que Joal Fadiouth aurait la fierté de présenter. J'ai un projet. Naturellement, j'ai eu des promesses. Je vais poursuivre la réalisation de ces promesses. Parallèlement à ça, je cherche des partenaires, je cherche des moyens personnels, je cherche des moyens relationnels. Mais ce stade, son éclairage surtout, est important pour moi. Les travaux du stade Demba Diop vont démarrer ce mois de janvier. Une assurance du ministre des Sports Matarba qui s'est entretenu avec notre reporter Pape Faraning. La lutte était également évoquée. Dès le mois de janvier, la réhabilitation des infrastructures sportives sera entamée. Première étape, le stade Demba Diop, dont la fermeture a fait souffrir tous les sportifs de Dakar. S'il n'y a pas de navetan à Dakar, surtout au niveau du département, et qu'il n'y a que Demba Diop qui pouvait le faire, ça fait mal. Je suis sûr, je dirais, au mois de janvier, normalement, les travaux peuvent démarrer. Et on verra, après, on demandera à la protection civile de revenir pour réévaluer ce qui s'est fait et voir si on va effectivement, et je suis sûr qu'on va réouvrir Demba Diop. Désormais, tous les combats de lutte seront organisés à l'arène nationale. Le ministre des Sports, les promoteurs et les acteurs se sont mis d'accord sur cette question. C'était chaud avant, mais nous avons maintenu la collaboration avec une bonne communication et nous nous sommes compris, sachant effectivement que l'arène nationale était une vieille doléance réglée par le président Macky Sall et ça devrait être un honneur pour tout le monde de la fréquenter. Épinglé par l'ARMP dans son dernier rapport, Matarba apporte des éclairages. Quand on crée une entreprise aujourd'hui, des sociétés, en général, il y a plusieurs branches. On peut faire plusieurs services. Donc, c'est des multiservices qui peuvent être dans beaucoup d'actions. Et ce qui a été donné à moi, la service, si je ne me trompe, parce que c'est à un niveau inférieur, parce que le ministre ne donne pas de marché, ça aussi, il faut le souligner. Le ministre des Sports annonce aussi la réfection de plusieurs stades régionaux. Avec la République populaire de Chine aussi, nous allons transformer totalement Léopold Senghor. Li ànd ak Léopold Senghor nag mooy stade Ely Manel Fall bu Diourbel moom mooy it fi nga xamante ne mooy stade Lamine Gueye bu Kaolack Aline Sitoé Diatta bu Ziguinchor. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.